Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pas un de moins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Hugo Clément pour aborder un sujet aussi délicat que crucial, le gaslighting. Qu'est-ce que le gaslighting ? Comment le reconnaître pour mieux s'en prémunir ? Comment sortir d'une relation d'emprise ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. Et comme toujours, on vous partagera de nombreuses ressources pour approfondir le sujet et vous informer au mieux. Alors restez avec nous, c'est tout de suite sur Pas un de moins et bonne écoute. Bonjour Hugo, Bonjour Charline, comment vas-tu aujourd'hui ? mais ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oui, ça va. Il fait moins chaud, c'est ce qu'on se disait juste avant, donc c'est plutôt agréable. Écoute, je suis contente parce que c'est la deuxième fois que je t'accueille sur le podcast. Je vais te laisser te représenter, mais juste avant, je te propose qu'on commence comme la dernière fois par une question un peu légère. J'aimerais bien que tu nous partages le dernier mensonge que tu as dit et est-ce que tu t'en veux pour ce mensonge? Oui, merci pour la question. Je ne sais pas si c'est exactement le dernier, mais je pensais que celui-là, il serait pertinent pour notre sujet. J'étais en voiture avec une petite fille et puis elle m'interrogeait sur l'existence des nains, des lutins, des lutins. Alors j'ai dit bien sûr, bah non, ça n'existe pas, les lutins. Et puis donc elle m'a dit, et la petite souris, est-ce que ça existe? Alors là, j'étais un peu embêté, et puis j'ai dû donc un peu me rattraper aux branches, expliquer que ça existait, parce que j'ai compris que venait derrière la question du Père Noël, et comme on était en pleine période de Noël, voilà, j'ai dû élaborer un mensonge, et c'était assez touchant de voir à quel point cette petite fille pouvait en fait accepter mes explications qui étaient très mauvaises, hein, mais parce que derrière, il y avait peut-être quelque chose comme un désir de croire, de me croire. Et surtout, le lien avec le gaslighting, dont nous allons parler maintenant, euh, c'est euh, c'est le double thème de l'amour et de la confiance, sur lesquels on peut malheureusement trop facilement s'appuyer pour non seulement mentir, mais aller plus loin, hein, puisque c'est le but du gaslighting, c'est d'amener les victimes à perdre totalement confiance en elles-mêmes. Ah, donc voilà, c'était et donc évidemment, je me sentais un peu coupable, en effet, de mentir, mais je ne voulais pas prendre la responsabilité d'être celui qui allait apprendre à cette petite fille que la petite souris et le Père Noël n'existent pas. Merci déjà pour ce partage et je te propose de te représenter pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas écouté le précédent épisode et de nous dire peut-être en quelques mots pourquoi le gaslighting. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en philosophie de l'art et en études cinématographiques à l'université Gustave Eiffel. Et, euh, et je me suis intéressé au gaslighting un peu par hasard, parce que j'ai traversé une période où je me demandais un peu ce qui m'arrivait dans certaines de mes relations. Et puis également parce que le concept vient du titre d'un film, Gaslight. Ça a été traduit en français par hantise, mais ça n'a rien à voir avec le mot gaslight. C'est l'éclairage au gaz, hein, littéralement, la traduction littérale. Et donc, ce film a été étudié par un de mes philosophes de prédilection, qui est Stanley Cavell, un philosophe américain, donc, qui a écrit sur ses premiers chapitres d'un très beau livre qu'il a consacré à un genre de film qui s'appelle le mélodrame de la femme inconnue, où les femmes peinent à trouver des hommes à la hauteur pour les aider à vivre et se retrouvent donc dans cette situation difficile qui est celle d'avoir à s'inventer un rôle social quand on n'est pas marié. Et parfois, la situation est encore plus difficile que ça. C'est le cas dans Gaslight, puisque l'épouse du mari est littéralement en danger. Eh ben, écoute, merci, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Déjà, alors tu as commencé à l'évoquer, mais peut-être que tu peux le détailler un petit peu plus. Qu'est-ce que concrètement le gaslighting? Alors, le terme admet différents sens. Je vais distinguer deux sens, hein, qu'on mobilise souvent. Un sens assez précis, mais qu'on va pouvoir encore préciser, qui va consister à dire que c'est une forme de manipulation, qui consiste à amener la victime à douter de ses perceptions, c'est-à-dire de ce qu'elle croit voir ou de ce qu'elle croit entendre, à l'amener à douter également de ses souvenirs,
on essaie de lui expliquer qu'elle se trompe ou qu'elle n'a pas de mémoire. Elle amenait enfin à douter de sa capacité à penser et tout simplement à juger correctement par elle-même. Donc les trois niveaux, perception, souvenir et raisonnement, jugement, sont attaqués, de sorte que la victime en vient à devenir, au sens vague et ordinaire, folle. C'est-à-dire qu'on essaie de la convaincre qu'elle est folle et au bout d'un moment, ça va fonctionner. C'est-à-dire que la personne va en effet perdre tous ses moyens et verser dans l'irrationalité. Donc ça, c'est le premier sens précis. Il y a un sens plus général qu'on trouve beaucoup en contexte américain, notamment depuis que Trump est au pouvoir, et pas simplement là, mais aussi en 2017, c'est la capacité de certaines personnes à mentir éhontément, alors même que, évidemment, personne ne peut croire en ces mensonges. Et donc, Mm. gaslighter, c'est un peu comme vraiment raconter n'importe quoi et se moquer du fait que personne ne croit, ne soit convaincu par le discours. Euh, mais moi, je pense qu'il faut s'en tenir au premier sens pour, si on veut que le terme serve à quelque chose. Parce que si on donne au terme un sens trop large, on va finir par s'entendre dire par ceux qui n'aiment pas ce genre d'analyse que oui, tout est gaslight, que c'est la mode et que finalement ces phénomènes n'existent pas vraiment. Alors que le but, c'est de dire ces phénomènes existent et on a besoin d'un nouveau terme. Donc, ce néologisme emprunté à un titre de film, on a besoin d'un nouveau terme parce que ces phénomènes existent depuis très longtemps, mais on n'a jamais réussi à bien les identifier. Et les agresseurs, ceux qu'on peut appeler les gaslighters, mais les agresseurs se servent en fait de cette ignorance ou de la difficulté qu'on peut avoir à nommer ce qu'ils font pour continuer à faire des victimes. Donc, voilà, je pense que la définition est correcte, mais avec la chose très importante qu'on peut retenir, c'est pas simplement que on va chercher à amener une personne à se sentir folle, c'est que on essaye de la convaincre elle-même qu'elle est folle. Donc c'est pas simplement je me sens fou, c'est je suis fou en effet. Euh, Mm. et à partir de là, on comprend à quel point ça peut être difficile de sortir de la situation. Du coup, tu disais que c'était un néologisme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine historique, culturelle du concept? Oui, alors bon, rapidement, après, on pourrait trouver des précisions dans un livre qui est pas mal, qui s'appelle Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes en français, d'Hélène Frappa, qui est philosophe, spécialiste de cinéma et romancière également. En deux mots, le mot vient d'une pièce de théâtre d'un romancier britannique qui s'appelait Patrick Hamilton, qui était assez célèbre à l'époque, et dont les parents ont vécu un mariage malheureux, ont fait un mariage malheureux, et sa mère s'est suicidée 2 ans avant qu'il écrive, en fait. Gaslight, donc il y a Mm. peut-être quelque chose qui a un rapport avec un vécu en tant qu'enfant. Donc 1938, c'est la date de cette pièce de théâtre qu'il va lui-même qualifier de thriller victorien, puisque c'est situé à l'époque victorienne en Grande-Bretagne, une époque où les femmes, en tout cas les femmes bourgeoises, étaient censées être cloîtrées, soumises à leur mari, sur le modèle de la reine Victoria, qui elle-même donc en fait régnait essentiellement sur son jardin et pas d'action dans le monde extérieur. Et la pièce, on peut aussi dire qu'elle relève d'un genre très particulier qui s'appelle le thriller domestique. C'est-à-dire, Mm. il y a quelque chose comme il y a un crime généralement, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tension, mais dans l'espace domestique, dans la relation familiale, en fait, ou intime. Ça va être adapté à deux reprises, dans un bon film britannique, puis dans un film américain à gros budget pour l'époque de George Cukor, 1944. Et c'est ce film-là, en fait, qui va rendre le concept célèbre. Très rapidement, Hélène Frappa nous apprend dans son livre que dans les procès, alors, parce que les procédures de divorce étaient assez récentes finalement aux États-Unis, enfin, et dans les procédures de divorce, donc les avocats vont se mettre à plaider l'idée que leur cliente subit de la part de son mari ce que la femme dans Gaslight subit.
Hmm. Et donc, c'est assez rapide. Ça va être repris après en anthropologie. On trouve un article dans les années 80 de deux psychanalystes qui utilisent le terme, mais c'est vraiment à partir d'un ouvrage américain d'une psychanalyste qui s'appelle Robin Stern, 2007, que le terme prend son essor. Et il devient très très important, très populaire dans les années 2010. En 2022, le dictionnaire américain Merriam-Webster en fait le mot le plus à la mode de l'année, c'est-à-dire celui qui a été le plus recherché sur la plateforme. Depuis, c'est devenu un peu un terme de la langue vernaculaire, du langage ordinaire aux États-Unis, et c'est de plus en plus connu en France également. Et c'est quoi du coup les caractéristiques vraiment typiques du gaslighting? Et est-ce qu'il y a des signes distinctifs ou des comportements qui reviennent de manière récurrente et qu'on peut observer chez une personne qui pratique le gaslighting? Oui, alors là, il y a deux questions avec plein de choses à dire. Mais peut-être sur les caractéristiques typiques du gaslighting, là, on a un problème qui n'est pas entièrement réglé, je trouve. Il faudrait un travail théorique parce que on est sur des thèmes, on a d'autres concepts, d'autres termes qui semblent relever un peu la même sphère. Je pense au terme de manipulation, je pense au terme de perversion narcissique. Il y a encore d'autres termes qu'on pourrait mobiliser, mais on peut soutenir que le gaslighting, c'est vraiment une manipulation particulière. C'est pas la manipulation générale, c'est vraiment une façon très très particulière. Le premier aspect, c'est le caractère répétitif et qui se déroule sur une longue période. Ça, c'est la première caractéristique, qui est une caractéristique très embêtante parce que ça signifie que c'est difficile à identifier pour la victime ou à prouver pour la victime, puisque c'est pas vraiment un acte. C'est pas, par exemple, un coup, quand on frappe quelqu'un, ben, si on a un témoin ou si on a des marques, on peut dire, bah voilà, j'ai été frappé. Et ça, on peut porter plainte, etc. Le gaslighting, ça va généralement pas être ça. Ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus subtil et insidieux. Hmm. Deuxième caractéristique, c'est l'objectif, c'est vraiment de saper fondamentalement la confiance de la victime en ses perceptions, ses souvenirs et sa capacité à juger de façon autonome. Il y a des gens qui peuvent manipuler, mais qui vont pas chercher à vous faire douter absolument de vous-même. Ils vont juste vous manipuler ponctuellement parce qu'ils veulent obtenir une chose. Puis après, en un sens, ils vous laissent tranquille ou ils vont pas prendre la peine de développer leur énergie, de dépenser leur énergie pour vous réduire à rien. Alors que Hmm. dans le gaslighting, si, le but, c'est vraiment de vous faire douter absolument de vous-même. Il y a une troisième caractéristique, c'est l'isolement. Les victimes sont très souvent isolées, on les coupe de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Dans un contexte professionnel, on va les couper des autres membres des équipes. Et puis, peut-être un autre ensemble de caractéristiques, ce sont les cibles et en même temps, les moyens mobilisés par le gaslighting, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est l'empathie, c'est également la capacité tout à fait saine et normale à reconnaître qu'on peut faire des erreurs. Voilà, ça, c'est des caractéristiques humainement saines sur lesquelles le gaslighter va s'appuyer et qu'il va chercher à réduire à rien, en fait. Et là encore, ce sont des objectifs qu'on ne va pas trouver dans d'autres types de manipulation. Alors pour les signes distinctifs, le gaslighter, c'est un peu compliqué. Robin Stern soutient que une des grandes caractéristiques, c'est que le gaslighter, c'est quelqu'un qui déteste avoir tort. Hmm. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, va avoir absolument la passion du dernier mot. Même s'il sait qu'il a complètement tort et qu'en face vous avancez des arguments qui sont bien meilleurs, il va quand même chercher à dire quelque chose qu'il supporte pas d'avoir tort. Et selon elle, c'est d'ailleurs parce qu'il ne supporte pas d'avoir tort qu'il va chercher à obtenir de la personne en face, de sa victime, qu'elle adhère à son point de vue, même si au début, elle en est très éloignée. Elle soutient, Robin Stern, qu'il y a aussi en quelque sorte un profil type de la victime qui va être un besoin de reconnaissance. La Hmm. victime, en fait, a un grand besoin de reconnaissance au point qu'elle serait prête à remettre en cause son point de vue, ses perceptions, ses souvenirs, ses pensées,
euh, et reconnaître que l'autre a raison, pourvu qu'elle soit reconnue, pourvu qu'elle n'ait pas à souffrir d'une exclusion, d'un isolement, d'une séparation. Et du Donc ça c'est... Oui, pardon, oui, Non, vas-y. non, vas-y, excuse-moi, je croyais que tu avais terminé. Non, mais parce que tu m'as aussi interrogé sur les comportements récurrents, parce qu'il y a, il y a tout ça, J'aurais dû scinder mais en deux. il y a énormément de choses à dire. Je te laisse. Donc ça va être, on pourrait dire une modalité générale, une caractéristique générale, mais à partir du moment où le gaslighter a ses objectifs, ses buts, il va développer des moyens qui seront qu'on connaît et qui seront souvent les mêmes chez tous les gaslighters. Par exemple, une grande technique, c'est de nier les faits. Nier les faits avec des phrases. Alors, il y a des phrases types, hein. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu imagines des choses. Alors, voilà, ils aiment beaucoup dire tu imagines des choses. Ça permet de nier les faits et en même temps de jeter le doute sur la capacité intellectuelle, mentale de la victime. C'est minimiser les réactions de la victime quand elle réagit émotionnellement aux atteintes, aux agressions qu'elle subit. Dire, mais tu es trop sensible, ne sois pas si sensible. Ou encore, tu réagis de manière beaucoup trop excessive. Ou alors, c'est de la folie de réagir comme ça, ou tu es complètement folle. Euh, la- dans le même ordre d'idée, on va insister sur la remise en question de la santé mentale de la victime. Tu es parano, c'est de la paranoïa. Ça va vraiment pas. T'es vraiment pas bien de dire des choses comme ça ou de penser des choses comme ça. Parfois, c'est simplement la contradiction directe. Je n'ai jamais dit ça. Alors même qu'on pourrait procurer une preuve, hein. Non, je n'ai jamais dit ça, je sais pas du tout ça. Une grande technique également, c'est la projection, c'est-à-dire accuser la victime de ce qu'elle pourrait nous reprocher ou de ce qu'elle pourrait reprocher au gaslighter. Essayer de le faire avant que la victime ait pu faire le reproche. Une technique de cours d'école, mais qu'on trouve très largement répandue dans beaucoup de sphères, y compris les plus professionnelles et les plus sérieuses. Parfois, il y a un petit pas de côté qui consiste à dire ah non, c'est une blague, oh, mais tu n'as pas d'humour. C'était pour rire. Il y a deux aspects que je trouve aussi très importants euh, pour finir hein, sur ces points-là. C'est la recherche du contrôle du récit. Contrôler le récit et empêcher que tout désaccord s'exprime, soit exprimé par la victime. Ça, c'est un point très important. Et une autre technique plus insidieuse et très contemporaine avec l'usage des réseaux sociaux ou des messageries électroniques, c'est la surcharge d'informations et de communication. C'est-à-dire, on va noyer la victime sous un très grand nombre de messages d'affirmation au point qu'elle n'arrive plus à surnager. Parce qu'elle cherche à répondre à chaque fois, à chaque reproche qui est fait, mais il y en a tellement que la victime ne s'en sort pas. Évidemment, ça c'est juste le développement de ce qui se passe déjà en direct, en live. Les gaslighters sont des gens très très forts pour partir dans des laïus, en fait, des monologues quasiment, avec une batterie de reproches absolument injustifiés, mais qui par un effet d'accumulation vont quand même porter ne serait-ce que sur l'état de la victime, qui a du mal à intégrer toutes ces informations. Mais c'est démultiplié par l'usage des réseaux sociaux qui peuvent conduire à des formes de harcèlement numérique qui sont malheureusement connues et très nombreuses. Je pense à cette série qui me mettait ça en évidence, c'est Mon Petit Reine. Si vous Hmm, avez vu, basée ouais. sur une histoire vraie qui nous montre hein, comment ça Hmm. peut fonctionner. Mm. C'était une série glaçante d'ailleurs. Ça a fait lien avec la prochaine question. Justement, par quels moyens on peut détecter que l'on est victime de gaslighting, même si c'est subtil, même si c'est insidieux, comment on peut faire pour repérer ça? Justement, tu dis bien que c'est subtil et insidieux, et donc ça fait une première difficulté, hein, puisque c'est une démarche qui avance masquée, euh, on va avoir voilà, on va avoir des difficultés à repérer directement. Et puis l'autre aspect, bah, c'est lié à ce que le gaslighter cherche à faire, c'est faire douter sa victime. Donc à partir du moment où on commence à douter de ses perceptions, souvenirs et jugements, il est encore plus difficile d'identifier les manœuvres qu'on est en train de subir, puisque on n'est déjà pas sûr de soi. Alors comment être sûr de comprendre ce que l'autre cherche à nous faire ou ce qu'il nous fait? D'ailleurs, c'est lié.
Il peut arriver, par exemple, dans le film Gaslight, dont on peut peut-être parler un petit peu plus précisément pour donner des exemples. Dans le film Gaslight, le mari a tout intérêt à ce que sa femme doute d'elle-même, dans la mesure où ce qu'il cherche à faire, c'est retrouver des bijoux très très précieux qui sont cachés dans le grenier de la maison. Et donc il ne veut pas qu'elle sache qu'il fait ses recherches chaque nuit. Et le problème, c'est Hmm. que en faisant ses recherches, non seulement elle entend des bruits de pas parce que le grenier est situé au-dessus de sa chambre, mais en outre, quand il allume l'éclairage au gaz, ça crée des variations de la luminosité dans sa propre chambre. Donc c'est là le titre. Donc lui, il fait pas exprès en fait de faire varier la lumière. Hein. C'est pas une stratégie qu'il utilise parce que parfois on croit que c'est ça, Gaslight. Il croit que voilà, il fait exprès de faire varier la luminosité pour la rendre folle. Mais non, c'est une conséquence en fait de ce qu'il de sa démarche, qui est celle qui compte le plus pour lui, à savoir trouver les bijoux. Il est obsédé par ces bijoux. Et d'ailleurs, à la fin du film, quand elle le confronte, elle lui dit, mais je comprends pas, tu m'avais moi comme bijou et enfin, et tout ce qui t'intéressait, c'était ces pierres. C'est intéressant aussi de voir comment, pour répondre à votre question, à ta question tout à l'heure, là, le gaslighter, c'est le profil de quelqu'un qui est obsédé par des objets, des bijoux, l'argent et qui considère les autres, notamment sa femme, que comme des moyens de satisfaire ses obsessions. Donc, quoi. Et bref, donc, euh, il disait dans le film, elle, elle ne peut, il faut qu'elle doute de ses perceptions pour qu'il puisse obtenir ses bijoux, qu'il puisse mener ses recherches. Donc, voilà, deux difficultés. C'est insidieux et la victime doute d'elle-même. Mais justement, on pourrait dire qu'un des premiers critères pour reconnaître une situation de gaslighting dont on est victime, éventuellement dont un tiers est victime, c'est le doute. Si la personne se met à douter excessivement alors qu'on ne la connaissait pas particulièrement sceptique, c'est peut-être le signe que quelque chose se passe dans sa vie Hmm. qui a cette conséquence hein, comme effet. Deuxième caractéristique, c'est l'impression de vivre à certains moments en plein délire ou de perdre la tête, de perdre des repères dans la réalité, puisque c'est un des effets des désorientations créées par le gaslighter. Troisième caractéristique, c'est cet isolement dont je parlais tout à l'heure. Quand on se dit, mais finalement, je vois plus personne, il faut quand même se demander comment ça se fait. Alors, le contexte de Covid, de confinement, on peut comprendre. Hors Covid, c'est quand même un peu plus étrange de se retrouver tout seul. Et puis, une autre caractéristique, c'est le fait que le gaslighter va avoir tendance à sans cesse remettre en question ce qui a été dit ou fait, Hmm. y compris en contredisant un récit qu'il avait pu faire auparavant. Donc ça, c'est aussi assez étrange. Une grande technique, c'est euh, la technique qui consiste à changer les règles du jeu. C'est-à-dire, le gaslighter va fixer des objectifs ou énoncer des critères pour formuler des jugements par rapport à sa victime. Et en fait, à chaque fois que la victime réussit à satisfaire ces critères, le gaslighter les modifie en disant ah bah, sinon directement, du moins assez rapidement. Ce qui fait que la victime a l'impression de ne jamais être à la hauteur. Mais en fait, c'est pas qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est que les buts et les objectifs ou les moyens d'évaluation n'arrêtent pas d'être changés. Et enfin, et peut-être surtout, j'en parlais tout à l'heure avec ces moments d'échange là qui sont épuisants parce que le gaslighter n'arrête pas d'énoncer des reproches. Eh bien voilà, c'est l'épuisement émotionnel. En fait, Hmm. être extrêmement fatigué de alors qu'on devrait, par exemple, en pleine vacances, on est censé être en vacances, alors on est épuisé parce que ça n'arrête pas, les reproches n'arrêtent pas, les histoires, les difficultés, les problèmes n'arrêtent pas de s'amoncer. Donc ça serait quelques critères qui devraient amener la victime à se demander ce qu'elle est en train de vivre. Je crains qu'il soit très répandu, beaucoup plus répandu qu'on ne pourrait le penser a priori. Notamment parce que c'est un phénomène qui va se déployer beaucoup dans les relations intimes, les relations de couple,
les relations parentales, parents-enfants, ainsi que les relations professionnelles. Donc, euh, Hmm. donc, je pense que c'est assez répandu. Alors, une des questions qui m'intéresse et sur laquelle je trouve qu'il peut y avoir un débat, c'est celle de savoir si euh, nous ne serions pas tous, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la grammaire sans le savoir, euh, ok, si nous ne serions pas tous des gaslighters en puissance ou à certains moments ou sur certains sujets, Hmm. auquel cas il faudrait admettre peut-être une acception du concept un peu plus large et moins rigide. Donc à voir. Mais je crois que c'est une démarche qu'on trouve beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire a priori. Oui. Mm. C'est marrant que tu dis ça parce que pendant que tu parlais, justement, je me pose la question de me dire, finalement, la frontière, elle est assez mince avec des comportements qu'on pourrait avoir, voilà, par erreur, temporairement et à moindre mesure. Et le gaslighting, où là, pour le coup, c'est vraiment très intense et extrême. Mais en fait, la frontière, elle est quand même assez mince, entre les deux. Enfin, je trouve, de ce que tu disais. Non, c'est bien vraiment, enfin, à mon sens, philosophique, et c'est comme ça que le concept hein, est abordé par les philosophes contemporains qui travaillent dessus. Alors, ce sont essentiellement des philosophes anglo-saxons, dans le sillage de réflexions féministes notamment. Mais voilà, là c'est la philosophie quasiment pure parce que on va en venir à se demander ce sur quoi il faut faire porter l'accent. Est-ce qu'il s'agit de faire porter l'accent sur les conséquences? Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un concept assez restreint. Parfois, on est un peu plus technique. On dit c'est pas, enfin, pas la folie, le produit. Le produit, c'est la dissociation mentale et la dépression. Et donc à partir de là, on va dire bah, le gaslighting, c'est ça. Ça doit conduire à ça. Et si ça ne conduit pas à ça, ça n'est pas du gaslighting. Ok, Hmm. donc on voit bien l'intérêt, là c'est plus simple. On a un concept beaucoup plus restreint, avec un nombre de phénomènes moins important, mais c'est déjà tellement grave que ça mérite qu'on fasse cet effort. Mais voilà, imaginez, on déplace plutôt l'accent sur les moyens, les techniques qui sont employées par le gaslighter pour insinuer de façon répétée sur un temps long le doute, la perte de confiance. Alors dans ce cas-là, je pense qu'on va retrouver des moyens qu'on peut trouver dans d'autres contextes ou qui peuvent être mobilisés dans d'autres contextes et par des personnes qui ne cherchent pas forcément à produire dissociation mentale et dépression. Donc, donc là, en fait, on a voilà, un problème philosophique, c'est comment est-ce Hmm. qu'on construit un concept. Et c'est philosophique et pas simplement psychiatrique ou psychologique dans la mesure où non seulement il y a ces problèmes conceptuels, ça, finalement, quand les psychiatres ou les psychologues se posent le genre de questions que je viens de poser, bah, ils font de la philosophie, ils font de la philosophie de la psychologie, mais dans l'autre, il y a une dimension morale, Hmm. puisqu'il y a des torts assez graves, enfin très graves même, qui sont commis. Et donc repérer quels sont ces torts, c'est aussi une des tâches de la philosophie morale. Et là-dessus, je peux que recommander, si vous pouvez si les gens qui écoutent peuvent se procurer, un ouvrage d'une philosophe américaine qui s'appelle Kate Abramson. Et Kate Abramson, elle a sorti son ouvrage l'an dernier, en 2024, On Gaslighting, donc sur le gaslighting. Et ça, c'est le meilleur ouvrage que je connaisse pour l'instant sur le sujet, un ouvrage très, très récent. Tu as évoqué quelques films, quelques séries. Est-ce que déjà tu peux les redire, vraiment les lister pour que nos auditeurs et auditrices les aient bien en tête? Et si tu as d'autres œuvres littéraires ou séries à évoquer, ce serait vraiment chouette pour que les personnes puissent aller creuser, faire leurs recherches et choisir surtout bah, le support qui leur plaît le plus. Alors là, c'est l'embarras du choix, vraiment, parce qu'on a un très grand nombre de références. Je le disais tout à l'heure, à l'origine, c'est une pièce de théâtre donc du genre thriller, thriller domestique, thriller victorien. Donc c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que finalement la réflexion psychologique ou philosophique est inspirée d'une pièce. Mais vous voyez, si j'ouvre la porte thriller domestique, je vais tomber sur des ouvrages ou des films comme Rebecca. euh, qui est une histoire de gaslighting en un sens. Euh, et puis plus récemment, je vais penser à Gone Girl,
un best-seller en roman qui a été adapté, qui est devenu un film adapté par David Fincher, qui est lui aussi une réussite, enfin en tout cas un film très, très, très populaire. Euh, mais si je reviens donc un peu en arrière, il y a ce film Gaslight de Georges Cukor en 1944, qui va connaître une adaptation en Allemagne par Fassbinder, avec le titre c'est Martha. Donc ça, on est passé plutôt du côté du cinéma d'auteur allemand. Euh, Abramson elle cite le cas de Pat and Mike, qui est un film de 1952, qui nous montre aussi une tentative de gaslighting qui, euh, qui échoue, heureusement. Si je reprends les choses de façon un peu plus organisée dans les livres, pourrais citer les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, où elle explique à un moment donné comment elle avait conçu une philosophie morale pluraliste et s'en ouvre à Jean-Paul Sartre. Et pendant 3 heures, Jean-Paul Sartre va lui démontrer que sa philosophie morale ne vaut rien. Ce qui fait qu'à la fin, Simone de Beauvoir reconnaît qu'elle ne savait plus quoi penser et qu'elle se demandait même si elle était capable de penser. C'est-à-dire, c'est exactement la définition du Hmm. gaslighting selon Abramson. Et c'est intéressant de voir comment ça peut être soutenu par un homme, un philosophe, Jean-Paul Sartre, à l'encontre d'une femme, philosophe, qui était une des premières, sinon la première, à obtenir l'agrégation de philosophie. Donc, il y a des, voilà, c'est un point aussi intéressant. Pour Proust décrit bien ce genre de relation interpersonnelle et notamment dans l'un des tomes de La Recherche du temps perdu qui s'appelle La Captive. La grande réalisatrice Chantal Akerman en avait fait une adaptation qui était intéressante. Récemment, on a vu un film, L'amour et les forêts, qui a été adapté d'un roman d'Eric Reinhardt qui parle de ça, sachant que on a appris par la suite que la rédaction du roman avait peut-être un lien avec le phénomène. Je vous laisserai rechercher si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit. On a Ta promesse de Camille Laurens qui est sorti très récemment, qui relève aussi de ce genre de projet. Donc bref, beaucoup de littérature. Dans les films, j'en ai cité quelques-uns. Mon roi aussi avait marqué pour la perversion narcissique et on avait des exemples de gaslighting avec la dépression à la fin, etc. Un très bon nombre de films d'Hitchcock relèvent aussi de ça. Hélène Frappa elle propose de parler de gaslight films dans son livre. Pourquoi pas, au film Gaslight, et on pourrait aller dans ce sens-là. Quelques noms de séries que je peux recommander. La série You, qui Hmm. nous montre comment un affreux tueur en série gaslight ses victimes. Euphoria mentionne le terme très souvent, des lycéens avec beaucoup de difficultés et ils se gaslight les uns les autres, etc. Succession, la grande série sur les riches qui s'est achevée il y a 2 ans. Voilà, c'est aussi une démonstration. Et puis récemment, des mini-séries que je recommande beaucoup. Made, j'arrête pas d'en parler de celle-là, mais vraiment, je la trouve très très réussie. Euh, Gaslit, qui est une série produite et jouée par Julia Roberts sur la femme de l'homme politique, donc qui est d'un homme politique qui était proche de Nixon, et c'est la femme qui a permis au scandale du Watergate d'émerger. Elle a été vraiment gaslightée par son mari et tout l'entourage politique. Euh, une dernière qui passe encore sur Arte en ce moment, c'est alors Querer, je n'ai jamais fait d'espagnol, donc je ne sais pas comment ça se dit, ça s'écrit Querer, et c'est vraiment excellent sur le gaslighting notamment, même si ça parle plus spécifiquement ici de la problématique du viol conjugal et question de savoir comment porter plainte quand on a subi ce crime. Voilà, ça fait déjà quelques séries à regarder, quelques films et quelques livres à lire. Mm. Exactement. Il y en aura pour tous les goûts en fonction des préférences, séries, livres ou films. C'était l'objectif. Donc, merci pour ça.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de prévention, d'accompagnement du gaslighting? Déjà, c'est quoi les étapes clés qui peuvent permettre à une victime de se détacher d'une relation marquée par le gaslighting? Alors déjà, on pourrait dire que la première étape, c'est de reconnaître et de réussir à nommer ce qu'on vit. Et c'est là l'intérêt de s'intéresser, de se pencher sur ce concept de gaslighting. Euh, Première étape. Ensuite, euh, comme dans le film Gaslight, c'est important de pouvoir avoir un tiers, une source externe qui va pouvoir valider certaines perceptions, certains souvenirs, certains jugements que la victime en fait a tendance à ne plus oser porter et à laquelle elle n'ose plus non plus adhérer. La grande idée aussi, c'est plutôt que de chercher à confronter le gaslighter, parce qu'on ne connaît pas son degré de dangerosité, fuir, se mettre à Mhm. l'abri. Je citais Pat and Mike tout à l'heure, en fait, en deux mots, hein, c'est une femme qui est une championne de golf. Et malheureusement, celui qui voudrait être son mari, ils sont fiancés, voudrait qu'elle soit femme au foyer, s'occuper de lui et du foyer. Et donc, il va tout faire pour la déstabiliser, notamment, elle s'apprête à gagner le championnat de golf. Il lui reste juste un coup très facile à donner. Et là, alors, elle le regarde et au lieu de lui faire un sourire qui lui donne de la confiance, il ferme son visage. Et ce qui fait que ça la trouble, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas concentrée sur son coup, elle rate son coup, elle rate la compétition. Et dans le train, il s'appuie sur cet état mental, comment dire, enfin, le fait qu'elle n'ait pas le moral, puisqu'elle vient de perdre un championnat qui était à sa portée, il s'appuie là-dessus pour lui expliquer que elle cherche trop elle cherche à trop en faire, qu'elle n'a pas à faire tout ça, qu'il va s'occuper de lui, d'elle, voilà, qu'elle doit renoncer à ce projet professionnel et sportif qui est le sien d'être continuer à être une championne de golf. Et, euh, et en fait, il va lui dire le mot de trop, en fait. En- Ça va la faire réagir. Ils sont dans le train et elle quitte, elle saute le train. Elle prend ses bagages et elle jette les bagages hors du train. C'est un train qui va pas très vite, hein. Il vient de partir, il va pas très vite et elle saute en fait du train. Et je pense que c'est une bonne image pour indiquer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, dans un train, voilà, on est obligé de passer un certain temps avec les gens qui sont autour de nous. Mhm. C'est-à-dire que il faut oser sauter du train, il faut oser changer de trajectoire, même si ça peut faire peur, parce que ça veut dire qu'on se jette dans l'inconnu, mais c'est vraiment peut-être la troisième chose à faire quand on est dans cette situation. Et même on peut se dire, on peut se tromper, mais prendre un temps de pause ne peut pas faire de mal dans l'absolu. Quatrième peut-être étape, quatrième et cinquième étape, il faut réussir à reconstruire un jugement autonome, c'est-à-dire une capacité à juger de façon autonome sans s'appuyer sur l'autre. Bien sûr, ça ne va pas se faire d'un seul coup, mais voilà, il faut accepter ce temps long d'un apprentissage ou d'un réapprentissage qui va pouvoir être douloureux parce que on fait des erreurs, hein, à ne s'appuyer que sur soi dans son jugement. Mais il va y avoir un moment où il va falloir apprendre à faire des erreurs tout seul et à assumer ses erreurs. Tant pis, je me suis trompé, mais voilà, au moins c'est moi qui avait décidé de faire ça et j'en subis les conséquences, mais de façon autonome. Et dernier élément, donc peut-être c'est euh, dans son livre, Abramson a un dernier chapitre qui est vraiment très très riche, très intéressant sur la philosophie de la confiance. Et ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que ce que le gaslighter cherche à faire, c'est euh, que la confiance soit une question de tout ou rien. Soit tu me fais confiance sur tout, soit tu n'as aucune confiance en moi. Il cherche à rigidifier le concept de confiance et la réalité même de la confiance. Or, ce sur quoi elle insiste, c'est l'idée que la confiance, ça fonctionne jamais comme ça. C'est jamais une question de tout ou rien. Il y a d'abord un aspect de normativité de la confiance sur laquelle le gaslighter va s'appuyer. C'est-à-dire que la confiance va définir, à partir du moment où vous faites confiance à quelqu'un, vous définissez un ensemble de comportements corrects et de comportements incorrects par rapport à la confiance. Si je donne mes clés de maison à quelqu'un, euh, je m'attends à ce que il s'en serve raisonnablement et qu'il ne fasse rien, en tout cas
intentionnellement, qui puisse l'endommager ou qui puisse porter préjudice à la maison ou me porter préjudice. Donc voilà, on entre à partir du moment où il y a une relation de confiance, on entre dans un champ moral avec du correct et de l'incorrect. Et donc à partir du moment où quelque chose est fait ou dit qui n'est plus correct dans la relation de confiance, c'est normal que je me sente mal, c'est normal que je me sente que ça mette en colère, c'est normal que ça me perturbe, puisque j'ai donné ma confiance et en échange, j'ai eu ça. Donc, un gaslighter, il va faire ça, il va tester, nous mettre en colère et après dire, bah, t'as confiance en moi ou non? Et en revanche, il exigera une confiance complète, et là, le moindre manquement, y compris celui qu'il va créer ou inventer, sera très violemment reproché. Il y a une flexibilité de la confiance aussi. Ça veut dire que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas infaillibles. Ça veut dire que nous apprenons au fur et à mesure qu'on peut faire confiance à telle personne sur tel aspect, mais moins sur tel autre aspect. Par exemple, on peut apprendre qu'une personne n'est pas très ponctuelle. Bon, elle peut avoir plein de qualités, par ailleurs, on peut l'aimer complètement, mais un petit problème de ponctualité. Et donc, on ne lui fera pas confiance là-dessus, mais c'est normal. La forme de la confiance est flexible, ça bouge. Et normalement, on apprend à modifier. Donc ça aussi, apprendre que la confiance, c'est pas une question de tout ou rien. Et que faire confiance à quelqu'un, c'est pas un blanc-seing. C'est-à-dire qu'on bah, quand même, on a le droit de se méfier sur certains points, à certaines occasions. Et chaque chose qu'une personne va faire qui va entrer en contradiction avec la confiance accordée va venir redéfinir la modalité de la confiance. Ça, c'est une chose saine et importante et qui est certainement instructive, à la fois dans les relations de couple, dans les relations professionnelles, mais aussi dans les relations parents-enfants. Je pense que l'enfant est contraint d'avoir une confiance absolue ou fondamentale, en tout cas dans ses parents. Mais en grandissant, il va bien s'apercevoir qu'il y a des points sur lesquels il ne peut pas entièrement faire confiance à ses parents, parce qu'ils ne sont pas infaillibles, qu'ils ont leurs défauts. Et ça sera peut-être un peu difficile, mais c'est important que l'enfant l'apprenne aussi. Un dernier point par rapport à ça qui est important, c'est le fait que dans certains contextes, c'est très compliqué de travailler avec des gaslighters. Donc, c'est justement le conseil de travail parce que on ne peut pas travailler s'il n'y a pas une relation de confiance à un certain niveau. C'est-à-dire, on ne confie pas nécessairement ses clés de maison à son collègue ou à son employeur, mais on est censé, par exemple, penser que si on lui dit bah, est-ce que tu pourrais me renvoyer ce mail à telle date pour qu'on puisse se mettre d'accord, bah, il va essayer de le faire. Et, euh, et donc à partir du moment où la confiance est rompue dans un contexte professionnel, c'est très très compliqué de travailler ensemble, d'où la question du train, hein, parce que parfois ouais, c'est compliqué de sauter du train, mais c'est un des enjeux. Hein. Mm. Voilà à peu près, enfin il y aurait encore d'autres choses à dire, mais... Et du coup, pour terminer cet épisode, euh, déjà, de quelle manière les victimes peuvent être accompagnées pendant, mais aussi après, dans la phase de reconstruction? Est-ce que tu as Alors, bah, des... je rejoins Abramson pour dire que les premiers on doit consulter sont les professionnels de la santé, de santé mentale, psychologues, psychiatres, qui sont censés être formés pour accueillir ce genre de problématiques et savoir quoi dire, quoi faire, y compris si conseiller d'un point de vue légal s'ils sentent l'urgence et la nécessité de signaler une situation de danger. Ensuite, évidemment, l'entourage et ensuite et en même temps, hein, on pourrait dire l'entourage a un rôle crucial et qui n'est pas toujours facile à jouer parce que le gaslighter est quelqu'un qui va en général essayer d'allumer des contre-feux et de façon même prophylactique, c'est-à-dire en anticipant le moment où la victime va vouloir s'en sortir. Et donc déclarer au feu, crier à l'incendie. Donc il y aura des contre-feux, et ces contre-feux vont souvent être allumés du côté de l'entourage, qui soit familial. Parfois, c'est très très compliqué de se retrouver confronté à des réactions d'incompréhension, voire d'hostilité de la part d'un membre de la famille, parce qu'on s'aperçoit que le gaslighter a fait un travail auparavant.
C'est aussi très fréquent dans un contexte professionnel où le collègue ou la collègue va chercher à répandre des fausses rumeurs ou proposer son propre narratif pour Mhm. empêcher que la victime soit entendue quand elle décidera enfin à parler, à s'exprimer. Donc là, l'entourage, il doit confirmer la réalité de la victime. Ça, la première chose, c'est comme le détective dans Gaslight. Il doit écouter et valider les émotions qui sont exprimées, même si ces discours émus sont pas forcément les discours les plus subtils, intelligents, ni même les plus justes en un sens. Mais voilà, il faut accueillir l'émotion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a été provoqué. Il y a quelque chose Mhm. derrière cette émotion. Et donc, avant de juger et d'appeler à la sagesse, peut-être considérer que oui, tout simplement, la victime a le droit d'être en colère ou elle a le droit d'être perturbée, etc. C'est aussi et également le fait de rompre l'isolement. Il faut la rassurer, maintenir le contact, insister, même si la personne se mure un peu dans son silence. Non, il faut rappeler, il faut dire est-ce que ça va, etc. Et puis enfin donc s'informer sur le gaslighting pour comprendre ce que la victime subit et essayer de l'aider le mieux possible. De ce point de vue-là, et ça serait peut-être la troisième recommandation, alors bien sûr, hein, je ne veux pas faire un plaidoyer pro domo pour la philosophie, même si vraiment ce serait bien que cet ouvrage de Kate Abramson soit traduit en français, au-delà de la philosophie, je pense que les œuvres culturelles, on vient de parler de livres, de romans, on vient de parler de films, de séries télévisées, peuvent jouer un rôle très important, notamment pour corriger ce qu'en philosophie contemporaine on appelle les injustices épistémiques ou les injustices herméneutiques. Donc c'est des termes un peu compliqués, mais qui renvoient à l'idée que il y a des différences entre les capacités des gens à analyser les situations qu'ils traversent. Que lorsqu'on possède un concept, on est mieux capable d'identifier ce qu'on vit et donc de se défendre et puis de se soigner. Par exemple, c'est très simple, mais le concept d'harcèlement sexuel, il a mis du temps à être formalisé, puis répandu. Et donc, je sais pas, un collègue qui tapait sur les fesses d'une collègue, on disait, ben non, mais c'est il flirte, ou c'était pour rigoler, etc. Et aujourd'hui, on a un terme pour dire, non, non, c'est pas la rigolade, c'est une agression et ça doit être puni, hein. Il faut que ça soit noté et ça doit être puni. Et donc voilà, injustice herméneutique, l'herméneutique c'est l'interprétation, hein, il est important que soient répandus des concepts qui permettent de décrire les phénomènes humains qu'ont à subir certaines victimes. Harcèlement sexuel, on en parle en ce moment de contrôle coercitif, hein, pour désigner Mhm. ces stratégies de certains hommes d'empêcher leurs victimes de mener leur vie hors de leur contrôle. Et puis, peut-être tu veux aujourd'hui dire, mais je pense que c'est aussi le cas pour le concept de gaslighting, qui mériterait d'être mieux connu. Je pense que des séries, notamment, hein, des mini-séries, allez voir Made sur Netflix, allez voir Carrière sur Arte, en 4 ou 6 épisodes, vous avez une analyse audiovisuelle de ce que c'est. On voit les procédés, on entend les paroles qui sont mobilisées. Et je pense que pour des victimes ou des proches des victimes, c'est vraiment un moyen de s'instruire, d'apprendre quelque chose de façon moins abstraite qu'en lisant un traité de philosophie ou un ouvrage de psychologie. Eh ben super, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Merci en tout cas, c'était très riche et j'espère que ça captivera nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup à toi, Charline. Vraiment, c'est très sympa de m'avoir invité pour parler de ça et bravo, hein, pour ce succès de tes podcasts. Donc, j'espère que ça va continuer ainsi.